c'est des histoires vraies. À chaque fois, je suis excité quand je fais ces vidéos-là, mais là, je le suis encore plus parce que je viens de lire des dizaines d'histoires et mec, je deviens parano. J'ai l'impression d'être suivi, que des gens me veulent du mal. Aujourd'hui, c'est un peu comme quand on était autour du feu en colonie de vacances avec des potes et qu'on se racontait des histoires flippantes qu'on avait vécues. Sauf qu'il n'y a pas de feu, ça n'a donc rien à voir, mais c'est pas grave, bien un peu pareil. Toutes ces histoires ont été postées par des utilisateurs Reddit sur un site qui s'appelle Let's Not Meet. Le principe, c'est que chacun raconte l'histoire la plus flippante qu'il a vécue dans sa vie. Il est question de vrais événements, de vrais trucs un peu fous qui peuvent nous aussi nous arriver et c'est très creepy. Mais ne devenez pas parano, on est là juste pour passer un bon moment et se divertir, c'est parti. J'entends des voix. La première histoire est celle de John. En vrai, il donne pas son nom, mais je vais l'appeler John pour que ce soit plus simple à raconter. Un jeune homme de 21 ans, devenu récemment policier et récemment célibataire. Voilà, sa copine a largué, ça arrive à 2 millions d'hommes tous les jours. Sous conseil de ses amis, John va installer et utiliser l'application Tinder. Et c'est son premier date que je vais vous raconter. John a un match avec une fille très très belle sur l'application depuis très longtemps. Les deux parlent et s'entendent bien et elle lui propose rapidement un rendez-vous en disant qu'elle a un plan cool où on peut observer les étoiles. Une charmante idée pour un premier rendez-vous romantique, sympathique. Alors John monte dans sa voiture et va la chercher chez elle, puis se dirige vers cet espace ouvert où on peut avoir une très belle vue sur les étoiles au milieu de la vie sauvage des animaux. En arrivant sur les lieux, Samantha, son date, le guide à travers les champs pour se poser à un endroit et observer les étoiles comme prévu. Mais pendant qu'il s'avance dans les bois, il observe au loin des phares d'une voiture. Des phares qui se rapprochent très vite de sa propre voiture. Et un van apparaît et se colle à sa voiture, l'empêchant d'avancer. John dit à Samantha de rester dans la voiture, prend sa lampe torche et descend pour aller voir. Très bonne paire de couilles, moi j'aurais fait de marche arrière illico et j'aurais jeté Samantha dans la forêt. Il s'approche du van et constate que le conducteur est très grand et lui demande poliment s'il peut reculer un peu son van de manière lui à se dégager et à continuer d'avancer dans les bois. Le conducteur du van lui répond très poliment qu'il est propriétaire des lieux et qu'il voulait pas du tout lui faire peur, il s'excuse. Le conducteur du van lui souhaite alors un bon rendez-vous, un bon date et il part. Ok, ce n'est pas la bonne histoire. John retourne alors dans sa voiture, prend de la frayeur, mais il constate qu'à partir de là, il y a Samantha qui n'arrête pas d'être sur son téléphone et d'envoyer des messages, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. John et Samantha arrivent à l'endroit où Samantha voulait qu'ils aillent pour observer les étoiles, ils descendent de leur voiture, ils la gardent, et environ 1 heure plus tard, bim, les phares du van réapparaissent au loin et se rapprochent très vite d'eux. Le van pile en arrivant devant la voiture de John et Samantha court dans la voiture du conducteur du van. À partir de là, John explique qu'il comprend parfaitement qu'il s'est fait niquer, qu'il est dans la merde. Le conducteur du van sort du van, charge John et le fait tomber par terre. Heureusement, John réussit à le mettre sur le dos et à se relever. Et il voit Samantha prendre un tuyau en métal dans le van qui le menace en disant on a des armes à feu, obéis-nous, donne tout ton argent et ta voiture. À ce stade, nous, on dit oui tout de suite, y a aucun problème. Prenez tout, donne mon t-shirt. Mais John, il a 21 ans, il est jeune, il vient d'être policier et il pense que c'est Tom Cruise. Il dit non, jamais. John sort son arme à feu, la pointe vers eux en disant qu'il est policier. Gros moment de blanc entre nos trois interlocuteurs. Mais ils obéissent et arrêtent leur conne. John retourne dans sa voiture, il appelle le 911, il appelle ses collègues, il donne son nom, son numéro de badge, il explique la situation et des collègues à lui rappliquent en vitesse pour l'aider parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce van. Un van c'est grand mec, ça peut contenir beaucoup de choses. Parallèlement, Samantha et son complice s'enfuient dans les bois en van. John reste sage, il attend ses collègues avant de faire quoi que ce soit, surtout ne pas agir seul dans cette situation. C'est bon, c'est entièrement faux, il se dirige à la poursuite du van, c'est un fou John. Et pendant qu'il les poursuit, il entend 3 sons très brillants et voit des modèles flash qui partent de l'autre voiture. Il se fait tirer dessus totalement. Je rappelle que tout cela est un date Tinder. On parle d'un date Tinder là actuellement. Ça n'a aucun sens mec. Au moment où il voit les flashs venir de la voiture, il s'arrête, clairement sa fierté passe comme ça dans l'aération de la clim. Oh, son sergent et son officier d'instruction arrivent pour l'aider en renfort et ils se lancent tous les trois à la poursuite du van. Ils essaient de le retrouver, ils l'ont perdu de vue. Ils le trouvent et il y avait des couteaux, du ruban adhésif, du liquide pour briquer, une quantité indécente de munitions, des menottes et ce qui semblait être du sang séché. Juste ça. Ah, heureusement, personne n'a été blessé, même si John est traumatisé des applications de rencontre. Je pense qu'on ne peut pas faire un pire premier date. Ça n'existe pas. C'est trop creepy, mec, comme situation. On dirait vraiment un putain de film. Ce mec a vécu un film d'horreur en vrai. Et heureusement que c'était un policier et qu'il avait une arme de poing pour le coup dans cette situation. Ça me fait, mec, ça me fait frisson. J'ai jamais trop aimé les applications de rencontre parce que je trouve ça un peu glauque des fois, mais jamais je me suis dit que ça pouvait arriver, ça. C'est effroyable, mec. Alors, il est temps de vous raconter la deuxième histoire, mec, qui est ultra glauque, qui est plus courte, mais qui fait bien flipper. Léa a 22 ans et elle explique que cet événement s'est passé 1 an et demi avant qu'elle écrive ce post sur Reddit. Elle vient d'emménager dans son premier appartement et elle est encore, vous savez, dans le truc où tu commandes des objets, tu reçois des cartons, tu reçois ton canapé, etc. Elle est encore dans tout le processus d'emménagement. Elle explique que la porte qui mène à son appartement se verrouille automatiquement quand elle se ferme. Ce jour-là, elle va chercher son courrier en étant au téléphone avec son petit ami. Puis elle revient dans son appartement et elle commence à ouvrir son courrier, à lire des lettres des impôts, ce genre de choses. En ouvrant une lettre, elle fait tomber son téléphone qui fait un petit rebond, hop, et qui va légèrement sous le lit. Elle s'allonge alors sur le sol et tend son bras pour récupérer son téléphone et là, elle observe le pire truc possible. Il y a quelqu'un dos à elle qui est sous son lit. Alors, c'est une peur qu'on a tous, mais moi j'ai toujours pensé que c'est impossible que ça arrive. Mais elle, ça lui est arrivé, vraiment. Là, elle explique que ses yeux s'écarquillent, qu'elle a envie
d'hurler. Mais que comme le mec est de dos et qu'il ne peut pas la voir, elle fait comme si elle n'avait pas vu. Elle récupère son téléphone, elle dit à l'interlocuteur qui est toujours au bout du fil: désolé, je fais tomber mon téléphone, je vais prendre une douche, je vous rappelle juste après. Et elle se dirige dans sa salle de bain. Elle entre dedans, elle verrouille la porte à clé. Elle fait couler l'eau de la douche et comme elle habite au premier étage, elle ouvre la fenêtre de la salle de bain et elle saute. Elle appelle la police qui lui dit de rester pas très loin de l'appart mais caché quand même. Et à partir de là, elle attend l'arrivée de police, les yeux rivés sur son appartement pour voir si quelqu'un en sort. Mais c'est une surpasse incroyable d'être héroïque comme ça. Avoir le sang-froid de ne pas crier alors qu'un inconnu est chez toi, sur ton lit. Comment elle a fait, mec? Gros, il y a un pissenlit sous mon lit, je crie par réflexe. Oh, ça fait là, il y a un mec entier de dos. C'est bon pour moi. L'idée de reprendre le téléphone et de continuer la discussion comme si c'était rien passé. Tu donnes l'assurance au gars qui est sous le lit que tu l'as pas vu alors que tu l'as parfaitement vu. Bref, c'est incroyable. Un respect incroyable pour cette femme qui est légendaire, niveau légendaire. Alors, elle est donc en train d'attendre la police. Elle a aussi entre temps appelé son petit ami qui l'a rejoint, il attend avec elle. Et enfin, la police arrive. Elle leur donne les clés de l'appartement et ils se dirigent dedans pour voir si le mec est encore là et pour l'arrêter si c'est le cas. Quelques instants plus tard, deux policiers sortent de l'appartement avec un mec qui a un air très fatigué, un regard de fou, mais qui se débat pas. Les policiers vont dire à Léa qu'elle a agi merveilleusement bien, même si on le savait déjà, parce que l'homme attendait devant l'entrée de sa salle de bain avec l'un de ses couteaux de cuisine. Voilà, pour probablement faire des faritas avec elle, yes! Hop là, je lâche mon bureau vite fait, c'est bon, y'a personne. En fait, le mec était rentré dans son appartement pendant qu'elle récupérait son courrier. La porte s'était pas claquée, elle s'était juste posée, vous savez, et du coup, il avait pu en profiter pour lui rentrer et se cacher sous le lit. Léa nous explique ensuite que dès le lendemain, son petit ami a emménagé avec elle parce que ça l'avait complètement traumatisé. Et c'est vrai que déjà, quand tu te fais cambrioler, tu sais qu'il y a des gens qui sont allés chez toi quand t'étais pas là et qui t'ont dérobé des affaires, ça te traumatise, mais vraiment. Mais là, quand tu vois qu'il y a quelqu'un chez toi caché de tes propres yeux, ça doit vraiment être une situation tellement stressante, t'es traumatisé, c'est sûr. Donc bravo Léa, respect à toi. Et maintenant, pendant les 4 années qui suivent, moi et des millions de gens vont regarder sur notre feed tous les soirs. Grâce à toi, merci. Les amis, troisième histoire. Et celle-là, elle est tellement horrible. Et encore une fois, on est tombé sur un héros. Vraiment, les gens qui postent leurs histoires là sur ce site, ils sont légendaires. C'est des héros de film. Alors, Valentin, on va l'appeler comme ça. J'invente des prénoms. Voilà. Valentin a 21 ans, on est le soir, il décide d'aller dans un bar avec un ami à lui. Sur le chemin du bar, son pote était déjà en train de boire, donc quand ils sont arrivés, il était déjà complètement fait. En arrivant au bar, ils s'assoient tous les deux et il y a une fille qui s'appelle Candice, qui est très mignonne, qui vient s'asseoir à côté d'eux pour leur parler. Voilà. Je dis de voilà parce que jusque-là tout est normal. Alors je profite, je dis voilà. Valentin remarque qu'elle a des très beaux cheveux roux, mais que c'est pas naturel. Il pense que c'est une teinture, bref, c'est une petite réflexion, mais bon, sans importance. Alors Candice flirte avec Valentin et son ami, mais elle semble plus intéressée par son ami. Valentin il se dit putain, c'est peut-être parce que lui il est très très bourré, donc elle pense qu'il a plus de chance avec lui. Donc Valentin fait semblant d'être aussi bourré que son pote pour attirer l'attention de Candice. Ah le petit, vous savez, la petite guerre de séduction là en soirée, blablabla. Alors ça part, évidemment Valentin il se dit que peut-être qu'elle est là juste pour avoir des boissons gratuites, qu'elle fait semblant de s'intéresser à eux dans le but de boire des bières ou je sais pas quoi gratuitement. Et elle va répondre de la meilleure des manières, elle va leur payer la boire elle-même. Sauf que ça va durer un moment, elle arrête pas de commander de nouveau des cocktails pour eux tout le temps, à tel point qu'au bout d'un moment, Valentin il sait pas si elle est là pour son ami ou pour lui-même. Tout est un peu flou, c'est bizarre. Le pote de Valentin va aux toilettes, ce qui revient jamais parce qu'en fait c'est leader dégagé de la boîte parce qu'il était trop bourré. Du coup Valentin c'est un vrai pote, il sort de la boîte et il rejoint son ami pour veiller sur lui parce que c'est le plus sobre des deux, donc c'est à lui d'être entre guillemets le gardien. Et Candice suit Valentin dehors, ils se retrouvent donc tous les trois devant le bar. Et là Candice regarde le pote de Valentin et lui propose de venir chez elle avec elle, voilà, elle l'invite. Sauf qu'il est tellement bourré qu'il arrive à peine à répondre. Valentin comprend donc que son pote est plus du tout maître de ses actes et de ses paroles et du coup dit à Candice non, il peut pas venir avec toi, il est trop bourré là, ça va pas. Parce qu'il a pas envie que son pote se réveille dans une maison inconnue, sans sa voiture et en n'ayant aucune idée de ce qui s'est passé la veille. Soudainement, Candice, elle s'intéresse alors énormément à Valentin, à tel point qu'au bout d'un moment, elle propose même à Valentin d'offrir un taxi à son ami pour qu'elle rentre chez lui et que eux deux aillent chez Candice. Il switch très vite quand même de croche là, c'est très bizarre. Mais bon, ok, c'est souhaitable. Ils accompagnent l'ami de Valentin jusqu'à son taxi, puis ensuite ils se dirigent vers la voiture de Candice. Sur le chemin, elle lui propose de s'arrêter pour acheter de l'alcool dans un magasin et continuer à boire sur le trajet. Elle insiste sur le fait que c'est elle qui paiera l'alcool et qu'il n'y a pas de souci, sauf que Valentin il est pas chaud, il a déjà beaucoup bu. Sauf que Candice elle insiste. Valentin a peur de gâcher ses chances s'il refuse, donc il lui dit ok, achète-moi une bouteille d'alcool et une bouteille de jus de pomme et on va boire. Mais il compte pas boire. Direction la maison de Candice et Candice boit une toute petite gorgée d'alcool. Elle n'arrête pas d'insister pour que Valentin boive. À tel point que là ça devient pas normal. C'est trop bizarre d'insister à ce point que quelqu'un boive, ça n'a aucun sens. Mais Valentin, encore une fois, il a peur de la froisser et de gâcher ses chances, donc il va prendre des gorgées d'alcool qu'il garde dans sa bouche et qu'il va recracher dans la bouteille de jus de pomme. Il va aussi la tester en l'appelant autrement que par son prénom. Il va l'appeler Carla, Lana, volontairement et elle va pas du tout réagir, comme si elle s'en fichait complètement. Mais ça fait un truc chelou de plus. Normalement, si t'es intéressé par quelqu'un et qui se trompe de prénom en t'appelant, t'es un peu vexe même. Ça y est, ils arrivent enfin tous les deux devant la maison de Candice. Ils rentrent et en rentrant, Valentin fait exprès de
tomber pour faire croire qu'il est vraiment très bourré. Elle aide à marcher, elle le tient, la porte d'entrée n'est pas verrouillée, donc il rentre, et après être entré, elle ferme la porte d'entrée à double tour. Bref, il est tard le soir, on ferme sa porte d'entrée par peur que quelqu'un entre par effraction et se cache sous son lit par exemple. Hein? Yes! Valentin lui demande s'il peut aller dans la salle de bain, et en entrant, il verrouille cette dernière et il se regarde dans le miroir en se disant putain, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal là, il y a trop de trucs bizarres. Et là, il entend Candice parler dans le salon à quelqu'un et chuchoter. Il est complètement bourré, il peut à peine se lever. C'est vous qui le faites. Ok! Vous faites quoi exactement? Et pourquoi fallait-il qu'il soit très bourré pour que vous le fassiez? Valentin sort de la salle de bain, de toute façon il peut rien faire d'autre, il voit Candice, et la gros bat pour Valentin, c'est pas Candice qui a devant lui, c'est une autre personne. C'était une autre fille qui avait les mêmes cheveux que Candice. Cheveux qui étaient probablement une perruque et que Candice avait donné à cette autre personne pour faire genre que c'est Candice. Valentin, en voyant ça, il fait comme Léa, il fait genre qu'il a rien vu, que tout est normal. Et il sourit à cette fille en lui disant est-ce que je peux retourner dans la salle de bain, je suis toujours pas bien. La fille lui répond que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, mais elle a quand même envie qu'il se dépêche. Valentin retourne dans la salle de bain. Il l'entend murmurer quelque chose à quelqu'un d'autre qui lui murmure quelque chose en retour, sauf que la deuxième voix, c'est pas une voix féminine, c'est une voix masculine. Il y a donc une troisième personne dans cette maison que Valentin n'a pas vue. Il nous explique qu'il n'a pas compris ce qu'ils ont dit, il s'est pas concentré pour entendre leurs mots. Son but, c'était juste de se barrer le plus vite possible de cette situation très dangereuse. Alors, hasard des choses, il a fait comme Léa, il a ouvert la fenêtre de la salle de bain, il a sauté et il a sprinté pendant 40 minutes. Il a appelé un taxi et il est rentré chez lui. Et depuis ce jour, il se pose plein de questions. Il se demande ce qui serait passé cette nuit-là s'il était resté dans la maison. Pourquoi Candice faisait pour absolument un mec pour le ramener chez elle et le confier à deux potes à elle? Est-ce que c'était pour faire du sextortion? Vous savez, quand vous avez des vidéos pornographiques de quelqu'un et vous demandez des rançons pour pas les diffuser. Est-ce que c'était pour le kidnapper? Est-ce que c'était pour lui faire des trucs bizarres? Il sait pas et ça le rend ouf, Valentin. Bon, maintenant, c'est simple, ça va être un critère. Quand je prends un appart ou une maison, je veux que dans la salle de bain, il y ait une fenêtre. Forcément, je veux pas être dans la situation de ces gens et qu'il n'y ait pas de fenêtre pour partir. C'est horrible. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les histoires véridiques. Il y en a énormément là. J'en ai sélectionné des différentes. Il y en a pas mal qui se ressemblent, mine de rien. Enfin, bon, c'est la même mécanique. Là, je voulais que ce soit trois trucs très différents. Je vais peut-être en faire une quatrième, mais je me rends compte que cette dernière histoire était très longue et très prenante. Alors, il n'y a pas besoin. Je la réserve peut-être pour un autre épisode. Le pouce bleu si vous voulez un épisode 2, bien sûr. C'est honteux ce que je suis en train de faire. Je sais fou comme je sais pas, je veux dire, en soirée, il y a plein de gens en France ou partout dans le monde qui finissent la soirée chez quelqu'un d'autre pour se faire des câlins, parler ou jouer à Smash Bros, même si j'en doute. Et il y a une infime chance pour que tu te retrouves dans des situations comme ça, quoi. Donc je trouve ça terrible. Donc faites bien attention si vous rentrez de soirée et que vous allez chez un inconnu. Assurez-vous que ce soit quelqu'un de clean et pas de bizarre. Donc soyez attentifs en soirée et ne buvez pas trop, voire ne buvez pas tout court. Au moins vous serez parfaitement conscient de ce qui se passe, de ce qui vous entoure et vous pouvez remarquer tous ces petits détails qui ont permis à Valentin de sortir de cette situation. Et puis voilà, sinon, c'est Noël là, bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, passez de très bons moments avec vos proches, avec vos amis, bref, avec tout le monde. J'espère que vous aurez de jolis cadeaux et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, reposez-vous bien aussi que c'est les vacances, vous cliquez bien. Ciao les gens, à la prochaine. Je reviens. C'est la première vidéo dans le nouveau décor. Les amis, première vidéo dans ce nouveau décor et c'est l'occasion de tester un nouveau format, un nouveau truc. On va lire des threads d'horreur. Qu'est-ce que vous en pensez d'avoir tout changé pour faire la même chose qu'avant? Vous en pensez quoi? On dirait que c'est nouveau du coup, comme rien n'est pareil qu'avant. Non, en vrai, ça fait longtemps que je suis méchant avec moi-même, ça fait à peu près un mois. Je crois qu'on n'a pas fait de thread horreur. La dernière fois, on était passé sur le Let's Not Be sur Reddit et il y a des histoires incroyables. En plus, c'est vraiment des gens qui écrivent ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter 3 histoires vraiment horribles. Pour ceux qui ont vu la vidéo setup, vous savez ce qui va se passer. C'est le moment de passer en mode thread horreur. Ça marche bien! La première histoire s'appelle La femme de l'hôtel. Michael et ses collègues étaient en déplacement pour le travail et du coup dormaient dans un hôtel le soir. Mais un jour, en rentrant à l'hôtel, Michael il a eu une énorme surprise dans sa chambre. Lui et sa collègue Rebecca marchaient tranquillement dans le couloir de l'hôtel. Et Michael, en ouvrant sa porte, il voit quelqu'un dans sa salle de bain. Alors, premier réflexe, c'est dans un hôtel. Généralement, il peut y avoir quelqu'un dans ta chambre quand tu ouvres ta porte de chambre et c'est souvent quelqu'un qui fait le ménage. Sauf que Michael constate que ce que cette femme tient dans ses mains, c'est pas du linge qui traînait ou quoi que ce soit, c'est son sac à dos. Pourquoi quelqu'un qui vient pour faire le ménage aurait dans ses mains ton sac à dos dans ta salle de bain? Par réflexe, il lui dit bonjour et la personne ne répond pas et fait comme s'il n'était pas là. Michael se tourne alors vers sa collègue Rebecca qui est en train d'entrer dans sa chambre, donc la chambre d'en face de celle de Michael, et il lui dit Rebecca, il y a une femme dans ma chambre. À partir de là, il faut dire que Michael il est en état de choc, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui comme il a fait plein de fois dans sa vie dans sa chambre
chambre d'hôtel, sauf que là, il y a quelqu'un qui est dans sa salle de bain et il est sûr à 99% que c'est pas du tout quelqu'un qui est là pour faire le ménage. C'est quand même terrifiant comme situation. Il se retourne alors vers la femme qui est dans sa salle de bain et il lui dit: qu'est-ce que vous faites avec mes affaires dans vos mains? La femme laisse tomber son sac à dos et sort de la chambre avec son sac à main à elle dans la main et un sac en plastique. Et Michael lui reprend un peu ses esprits, il lui dit: il y a quoi dans le sac en plastique? Elle ouvre le sac et montre à Michael et effectivement, aucune affaire à Michael dans le sac, mais que celle de la femme. Michael, toujours en état de choc, laisse partir la femme de la chambre et il est complètement sur le cul, il comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Normal. Michael rentre dans sa chambre, il check à gauche, à droite, voir s'il y a des affaires à lui qui ont été volées, très bon réflexe. Et bizarrement, tout est là. Son PC, son portable, tous ses appareils électroniques, les trucs qui sont petits et qui valent cher sont toujours en place et ils n'ont pas été pris par la femme. Il va alors ensuite dans sa salle de bain voir s'il manque des choses parce que c'est là qu'était la femme au moment où il a pris en flagrant délit. Problème, Michael a un traitement contre je sais plus quelle maladie, bref, il y a des médicaments qu'il doit prendre tous les jours et ils étaient dans sa salle de bain et ils ne sont plus là, elle les a volés. Michael court alors vers la sortie de la chambre pour rattraper la dame, elle n'est pas dans le couloir, il fait le tour de l'hôtel, il va à la buanderie, il check le hall d'accueil, il check partout, plus aucune trace de cette mystérieuse femme. Il se rend alors avec Rebecca à l'accueil pour témoigner de ce qui vient de se passer et pour appeler les flics pour dire voilà, il y avait un intrus dans ma chambre, quelqu'un a essayé de me voler, retrouvez-le, il y a un problème. En attendant que la police arrive, il retourne dans sa chambre avec Rebecca pour continuer sa petite enquête à lui et voir s'il lui manque des affaires ou pas. Et il remarque qu'il y a sur son lit une batte de baseball en métal. Et il y a une lampe de poche qui est accrochée à l'extrémité de la batte. Quel est cet accessoire étrange? Pourquoi un combo si bizarre? À part peut-être taper des gens dans l'obscurité? Rien de rassurant en tout cas, rien du tout de rassurant. Peu de temps après, la police arrive sur les lieux, ils se rendent dans la chambre de Michael et ils prennent sa la démo, non? de Rebecca qui a été témoin de tout ça. Michael remarque alors un truc très étrange, c'est que dans l'évier de sa salle de bain, il y a des morceaux de cloison sèches. Peut-être que c'est des morceaux du plafond qui sont tombés puisque l'hôtel est un peu vieux. Mais bon, au plafond, il n'y a pas de traces d'usure, donc a priori, c'est pas ça. Les policiers et Michael vont plutôt essayer de trouver le chemin par lequel elle est arrivée dans la chambre. Est-ce que c'est une fenêtre qui a été cassée? Est-ce que c'est une porte qui a été enfoncée? Est-ce qu'elle était cachée sous le lit sans qu'ils s'en rendent compte depuis un moment? Et ben que dalle. La porte est dans un état nickel, les fenêtres pareil, on sait pas comment elle est arrivée. Ils vont alors demander à l'accueil de l'hôtel si c'est pas possible qu'elle ait trouvé ou gardé une carte plus vieille de la chambre et que la carte marche toujours parce que l'hôtel est obligé d'être désactivé ou en tout cas la compte comme ça. L'hôtel est formel, non, c'est impossible. L'officier présent sur les lieux va appeler deux autres officiers en renfort pour essayer de retrouver la femme, peut-être qu'elle est encore dans les parages, mais ça donne rien, que dalle. Donc ils ont juste pris la déclaration de Michael et ils sont partis. Michael va alors se poser sur son lit et passer des coups de fil pour raconter ce qui s'est passé. Il vient de vivre un truc très choquant et il repense à cette histoire de morceaux de cloison sèche dans l'évier et il se dit putain mais il y a un truc qui va pas avec ça, c'est bizarre. Il a le flair les meilleurs inspecteurs que nous, n'ayez pas ça. Il retourne dans la salle de bain, regarde les morceaux de cloison sèche, lève la tête, regarde le miroir qui est en face de lui et d'un coup, boum, Eureka. Il décroche le miroir du mur et derrière le miroir se trouve un trou. Voilà, c'est la photo, la seule photo qu'il y a dans le thread de Michael, c'est celle-là. Et mon gars, ça fait froid dans le dos. Le trou, il fait pile la taille pour que quelqu'un s'y glisse, quoi. Les policiers étaient encore sur le parking de l'hôtel. Michael, il va les chercher. Il leur dit écoutez, je crois que je viens de trouver un bail là, c'est indécent, venez voir vite. Les policiers montent, ils inspectent dans le trou et ils y trouvent un oreiller, des couvertures, des cigarettes, des vêtements, une brosse à dents. La mystérieuse femme que Michael avait vue dans sa salle de bain vivait en fait de l'autre côté du mur, dans ce putain de trou. Il y avait en fait un espace entre le mur de la salle de bain de Michael et le mur de la chambre voisine. Un espace que Michael décrit comme faisant environ 2 pieds, donc un espace d'environ 60 cm, pas très large, mais suffisant pour que quelqu'un s'y glisse et dorme là. Et ait accès à une chambre d'hôtel quand la personne qui a loué la chambre d'hôtel n'est pas dans la chambre d'hôtel. Michael explique ensuite que ce qui est ouf, c'est que ça devait faire un bon moment qu'elle était là, parce qu'il avait déjà été en déplacement à cet endroit-là, et il avait déjà dormi dans cette chambre d'hôtel plusieurs mois avant, et il avait senti une odeur de cigarette dans sa chambre, mais il avait pensé, comme tout le monde, que c'était peut-être dans une autre chambre que quelqu'un fumait dans la salle de bain, et que la fumée était arrivée dans sa salle de bain à lui par les aérations, vous savez, tout est un peu relié. Mais non mec, il y a juste une meuf qui fumait de l'autre côté de ton miroir, dans ton mur, tranquille. Et quand tu partais, elle sortait du mur, et elle allait faire une petite sieste dans ton lit à toi, bien plus confortable que le sien. Et elle prenait des choses dans ton minibar, peut-être même qui sait, mec, c'est horrible, c'est tellement banal. En fait, ce qui est horrible, c'est de se dire, putain, il y a quelqu'un qui était là depuis tout ce temps, tout près de moi, vraiment dans mon espace intime, et j'ai rien vu. Hop là, plein de gens qui auront peur de dormir à l'hôtel prochainement. Moi y compris. Bon, il est temps de passer à la deuxième histoire, qui est tout aussi badante, même plus badante encore, je trouve, c'est la pire situation. Mais elle est différente, c'est pas la même mécanique. Ah, on varie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucie et Maxime, qui étaient au supermarché avec leur enfant, et tout est parti en couille. Tout a commencé par le bébé qui commençait à s'agiter, à crier dans tous les sens, à pleurer, pour le plus grand plaisir des gens qui font leur course. Non, en fait, pièce dans un avion. En vrai, au supermarché, on s'en fout. Dans l'avion, c'est un peu dur, mais on a tous été comme ça, alors on peut rien y faire, c'est faux. C'est faux, jetez-les par le hublot. C'est horrible ce que je dis. Tout a commencé par un petit caprice du bébé, vous savez, c'est un bébé, il a ses petites phases, et donc Maxime, le père, l'a pris et l'a amené sur le parking pour pas déranger les gens qui faisaient leurs courses. Oh, Maxime, il respecte bien les gens, lui, l'individualisme, il connaît pas, lui, c'est le monsieur parfait. Moi, le bébé, il pleure, je regarde les autres et je leur dis, chais, c'est ce qui t'attend quand t'auras un enfant, chais. Après, j'ai mentalité de merde. Maxime l'amène donc dans sa voiture sur le parking pour lui faire un petit tour, c'est ce qui endort beaucoup les bébés. Moi-même, je crois, quand j'étais petit, ma mère faisait ça pour m'endormir.
que pour 10 minutes, donc Lucie est restée dans le magasin, elle a continué de faire les courses, mais elle voyait ce qui se passait sur le parking. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le parking? Très badant, une femme marche vers Maxime, qui se tient bien droit, dans la trentaine, taille moyenne, bref, rien d'affolant en apparence, tout l'inverse. Elle te met complètement en confiance. Précision importante, Lucie qui raconte l'histoire nous indique que c'est pas rare que des gens viennent les voir pour poser des questions sur le bébé, jouer avec leur bébé, etc. Ce qui explique pourquoi Maxime n'a pas réagi en mode affolé tout de suite. Les siestes de ce bébé étant très importantes, Maxime s'apprête à dire à la femme que non, ça va pas être possible de jouer avec lui, mais la femme s'approche avec une démarche déterminée. Et avant même qu'il puisse terminer sa phrase, la femme prend le porte-bébé dans lequel se trouve le bébé et s'en va. What? Maxime reste sous le choc. Il lui faut quelques secondes pour réaliser ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un vient vraiment en plein jour de prendre mon bébé au calme? Il dit alors à la femme de poser le porte-bébé avant de se mettre un peu à paniquer quand même, ça fait un peu peur. Mais la femme reste calme et continue de s'éloigner. Maxime se met alors un peu à hausser le ton, à lui dire d'arrêter tout de suite et de poser le porte-bébé. Et à mesure qu'il se met à parler de plus en plus fort, elle se met à marcher de plus en plus vite. Il se décide enfin à taper un gros sprint pour la rattraper. Sauf que le porte-bébé étant devant elle, il est juste à portée de ses bras, donc il lui attrape le bras. Et là, le pire moment de sa vie, la meuf se met à crier et elle dit aidez-moi s'il vous plaît, ce mec essaie de voler mon bébé. Appelez le 911. Non! Elle lui met un coup dans le tibia et elle sort une gazeuse de son sac à main. Le réflexe vraiment comme si une femme était agressée pour de vrai et qu'elle cherchait à se défendre. Sauf que là c'est elle la kidnappeuse et lui il a rien fait, c'est son bébé, c'est horrible. Tous les gens du parking n'ayant pas vu ce qui s'est passé juste avant, ils se retournent et ils voient une femme avec une gazeuse dans la main qui est bien habillée, qui est propre sur elle, qui a un porte-bébé. Et à côté de ça ils voient un mec avec un t-shirt Deadpool, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. N'ayant pas le contexte et vu l'urgence de la situation, ils se jettent sur Michael et le mettent à terre. C'est pas le truc le plus injuste et horrible. C'est pas toi le méchant de l'histoire et tout le monde croit que c'est toi, c'est horrible. Les gens conseillent à la femme qui a volé le bébé d'aller porter plainte, de pas laisser Michael sans punition. Et la femme sort son meilleur jeu d'acteur, elle joue celle qui est bouleversée, qui réalise pas ce qui vient de lui arriver et elle dit non, je veux juste rentrer chez moi et oublier ça, je veux juste rentrer chez moi, laissez-moi, merci. Michael la voit alors ouvrir la porte de son minivan, la voiture la moins rassurante du monde, finalement la voiture complètement cliché du kidnappeur d'enfant, vraiment c'est celle-là. Et les gens continuent en attendant la police de maintenir Michael au sol, bloqué comme ça, il peut pas bouger. Il voit son bébé partir au loin avec cette femme et il peut rien faire à part crier et dire que c'est lui le père et que c'est son bébé, sauf que personne ne le croit. Voyant Michael s'agiter, l'un des hommes qui le tient lui met deux énormes coups de pied dans les côtes et ça va fêter deux côtes à Michael qui est en train de faire voler son bébé, surtout en plus avec des côtes pétées, c'est cool nickel. En sortant du magasin, Lucie elle tombe sur son mari qui est maintenu au sol par plusieurs personnes et elle croit d'abord qu'il est en train en fait de se faire raqueter. Elle se met alors à hurler sur les gens, à leur dire de lâcher et en tournant la tête, elle voit une femme qui tient son porte-bébé, sauf qu'elle va croire que la femme a en fait sorti le bébé du danger pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit lors du raquettage de Michael. Le quiproquo de l'enfer. Lucie ne trouve pas le gars qui gère la sécurité à la sortie du magasin, alors elle se précipite vers les gens qui sont sur Michael et elle leur dit prenez mon portefeuille, prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-le en dehors de ça, tout est lui la paix. Et là, l'un des mecs qui dit Michael lui dit madame, on doit le maintenir le temps que la police arrive. Lucie elle se dit alors pourquoi les mecs qui raquettent mon mari m'ont appelé la police? Ça n'a aucun sens. Elle leur demande alors, elle leur dit mais pourquoi la police? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Je comprends pas. Et les mecs qui tiennent Michael au sol lui répondent il a essayé de kidnapper le bébé de cette femme. Et d'un coup, elle comprend que son mari s'est en fait voler le bébé et qu'en voulant arrêter la femme, les gens ont pris lui pour le kidnappeur. Elle se met à chercher autour d'elle la femme qu'elle avait vue juste avant et qui portait le porte-bébé et elle l'aperçoit de l'autre côté du parking. Elle tape son meilleur sprint vers elle, elle lui tire hyper fort les cheveux à tel point que la femme laisse tomber le porte-bébé et elle se jette sur le porte-bébé pour le recouvrir et que plus personne ne puisse toucher à son bébé. La femme est alors montée dans son minivan, elle est partie et personne n'a essayé de l'arrêter. Personne. L'injustice de toute cette situation, le quiproquo de toute cette situation est absolument horrible. Tout est horrible. C'est fou, ça montre vraiment que quand on voit une scène mais qu'on n'a pas le contexte, qu'on n'a pas ce qui s'est passé avant, on peut complètement se tromper sur la situation. C'est vraiment horrible. Et à cause de ce truc-là, ce couple-là, ce jour-là, a failli se faire kidnapper leur bébé quand même. C'est ouf. Ils ont vécu un truc parfaitement injuste et horrible. Et bon, ils s'en sont remis depuis, mais c'était très traumatisant. Lucie explique ensuite qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont juste pleuré pendant des heures avant d'aller chercher leurs 3 autres enfants à l'école et de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Voilà, morale de l'histoire, il n'y a pas de morale. Un truc de merde peut toujours te tomber dessus, c'est le pur hasard et il faut juste savoir agir pour te sortir de cette merde. Et voilà, bref, plein de bisous à Lucie et Michael qui ont vécu un enfer même s'ils sont pas du tout français et qui ne verront jamais cette vidéo. Bref, troisième et dernière histoire qui est bien plus courte, mais très badante. Alexandre explique qu'il vit dans un quartier assez difficile, qu'il vit avec 4 colocs, mais que cette histoire s'est passée pendant les fêtes de Noël et donc il était seul chez lui. Il a reçu pour Noël une sonnette qui contient une caméra et en fait quand quelqu'un sonne, tu reçois une notification et tu peux voir du coup qui a sonné grâce à la caméra qu'il y a dans la sonnette. Alexandre l'a donc attaché sur l'encadrement de sa porte. Les jours passent, quand le facteur sonne pour livrer un colis, il reçoit la petite notif, il voit la tête du facteur, il est content, tout marche à merveille, tout se passe bien. Sauf qu'un jour il rentre du travail et la sonnette n'est plus là. On lui a
volé. Il est un peu deg, mais d'un autre côté, il est pas surpris. Il se dit, bah oui, c'est évident qu'un objet cool comme ça, juste scotché à la paroi, bah si un mec veut le voler, il peut très facilement le faire. Il explique ensuite au moment où il raconte cette histoire que la veille au soir, quelqu'un a sonné sur cette fameuse sonnette. Même si je le rappelle, elle n'est plus devant sa porte. Elle est toujours connectée à son téléphone. Il ouvre l'application et là, la vidéo apparaît et c'est sa maison qu'on voit. Le mec qui avait volé la sonnette était là, juste devant la maison d'Alex, et filmait la maison d'Alex avec la sonnette d'Alex. Tout va bien. Alex, il panique un peu, surtout qu'il explique que c'est un quartier où il se passe pas mal de trucs pas cool, et que lui-même il s'est fait voler et agresser une fois. Et d'un coup, l'image de l'application redevient noire, comme si le voleur de la sonnette venait de la remettre dans sa poche. Alex se précipite vers sa fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un devant chez lui, sauf que personne n'était là. Le mec a probablement eu le temps de se barrer entre temps, mais juste. C'est horrible, un mec te vole ton truc et des jours plus tard, il filme ton chez toi avec ce truc. C'est pas le début d'un film d'horreur, c'est horrible. N'achetez pas de sonnette, c'est bien tout. Regardez, ça marche bien. Oui, il y a quelqu'un. Les amis, c'est la fin de cette vidéo thread, du coup. On peut repasser sur des belles lumières lumineuses, voilà. Ah, vous savez quoi, je commence un peu à me chier dessus parce que là, vidéo 1, il est 20h passé. J'ai mis toutes mes lampes connectées en rouge, je suis dans le noir, je me chie un peu dessus. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. J'essaie, comme d'habitude, à chaque fois de trouver des mécaniques différentes, que ce soit pas toujours la même mécanique qui fait peur. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de vérifier derrière le miroir. Quand vous allez dans une chambre d'hôtel, je vous jure, il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de personne dans le mur. Sauf si vous tombez sur la chambre d'hôtel que ce mec avait loué. Je ne dirai pas quel hôtel c'est ni où il est. C'est le hasard. C'est fou, je me répète, mais c'est fou comme là, il ne s'agit pas de trucs paranormal, de fantômes ou quoi, c'est juste des gens qui sont fêlés, quoi. Et ça peut tellement vous tomber tous dessus, c'est super. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est bon, vous allez mal dormir pendant une semaine, puis ensuite il y aura de nouveau 3 semaines, vous allez bien dodo avant la prochaine vidéo sur des scènes d'horreur. Je vous laisse sur l'obscurité avec une touche de rouge. Et bonne nuit, hein. Allez, ciao. Ce perso est cauchemardesque, mais vraiment. Eh bien, bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est pas le cas, mettez-la en pause. Revenez à 23h et faites play à 23h. Ok? On fait comme ça. Personne ne va le faire. 3 histoires d'horreur vraies. Épisode 454, car le concept marche bien. J'ai lu pas mal d'histoires d'horreur ces derniers temps. Beaucoup. Je vous avoue, en plus, moi, ayant joué à des jeux d'horreur, je le rappelle, je suis pas forcément très sensible à certaines histoires. Donc c'est compliqué de me faire vraiment flipper avec juste un texte écrit. Mais j'ai trouvé des choses très badantes. Il y a toujours une mécanique précisément qui me fait flipper, qui me donne des frissons et que je déteste. C'est la fameuse intrusion. Par intrusion, je veux dire intrusion chez quelqu'un. Donc quelqu'un qui vient chez toi alors que c'est chez toi et que tu sais pas qui c'est et il est là. Cette mécanique-là, ça me fait vraiment flipper. Il y a 2 histoires qui traitent de ça et une autre qui traite d'autre chose encore plus badant. Bref, messieurs, dames, installez-vous confortablement dans votre lit, éteignez les lumières et allons-y. Et là, si j'étais un youtubeur stylé, il y aurait une intro dédiée à ce type de vidéo. Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement. Mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez le problème arrivé avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui. Il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York, il y a des escaliers de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah, tu passes devant la fenêtre des gens. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi à se démerder, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillantes. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Je vois des petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalle de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait, il a vu le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là
même la police à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours, et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police, puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis, bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement, je risque pas de me faire tuer par cette personne. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir, elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si. Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombrés. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez. Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle n'a aucune remarque spéciale à faire, à part que c'était un peu féminin comme déco, etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Et alors, où ça cloche, Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de fille. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de fille dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse s'ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là, ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec-là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là, quoi. Qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts. Elle garde contact, il parle encore un petit peu. Et après quelques semaines, elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli et elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser, qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises, t'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain, c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct. Et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre grosse maladie qui la cloue au lit, et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu te pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine, parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme toi t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh, j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais, mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que je vais pas. Ouais, mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal, quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après, je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain, hier je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool.
Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il n'y a personne dans la maison. Elle check si la porte d'entrée verrouillée, bref, tout va bien. J'ai peur. C'est ça va pas. Elle sait que c'était pas un rêve, donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain, j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après, Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde, elle, dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé, comme vous le savez, ça pleure. Et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal. Et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors « Non, non, endors-toi, j'aime bien te regarder dormir. » Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils n'ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible. C'est la fin les amis de ce 3e épisode des 3 histoires terrifiantes. J'espère que ça vous a plu. On en fait un tous les mois. Voilà, c'est le petit rythme qu'on a. Ça me plaît, ça me permet d'attendre qu'il y ait vraiment des histoires cool à raconter et pas des trucs pas ouf. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un peu moins flippante, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une excellente nuit. Vraiment fermez bien les yeux. Regardez pas au pied de votre lit si vous vous réveillez en pleine nuit. Ne regardez pas. À bientôt tout le monde. Bonne nuit.